retrouve pour cette deuxième présentation vlog un peu bizarre de mes objectifs lecture de 2021. Si vous voulez comprendre pourquoi du comment c'est pas un vlog, c'est une présentation et pourquoi du coup c'est pas dans le bon ordre, allez voir la première vidéo. Pareil, si vous comprenez pas qu'est-ce que c'est que ces objectifs lecture de l'année 2021, allez voir la vidéo que j'avais faite en début d'année. On commence tout de suite avec la lecture, la saga des Casalets, le tome 2. Voilà, c'était dans mes objectifs. J'avais lu le tome 1 l'année précédente. Ce fut une bonne lecture. Il faut un peu du temps pour rentrer dedans. C'était déjà le cas avec le tome 1 en fait. C'est une lecture qui est similaire à la lecture du tome 1. Il faut se réhabituer aux personnages. Et en plus, moi ça faisait pas si longtemps que ça que je l'avais lu et c'est bien pour les gens qui mettent beaucoup de temps entre chaque roman puisque il y a du contexte qui est un peu réexpliqué d'une manière un peu différente de la façon de l'expliquer dans le tome précédent. Donc voilà, on n'est pas complètement perdu, même si ça fait pas de mal de pas les lire avec trop d'écart quand même. J'ai apprécié retrouver les personnages, j'ai apprécié suivre leurs péripéties. On n'est pas autant centré de la même manière sur chacun des personnages que pour le tome 1. Ce qui me manque un peu par rapport à d'autres sagas familiales, je pense notamment à la saga Le Goût du Bonheur. Le temps consacré à chaque personnage n'est pas équivalent. Et parfois, voilà, parfois on parle d'un personnage et on le retrouve que un an plus tard ou plusieurs mois plus tard, il s'est passé plein de choses et on n'est pas au courant. On a quelques phrases pour résumer et encore, même pas. Enfin voilà. On suit pas parfaitement en fait. Et ça c'est un peu dommage, mais voilà, c'est pour donner un rythme différent et je comprends tout à fait. Et notamment par rapport au Goût du Bonheur ou à la série dont je ne me souviens plus le nom, mais bon voilà, la grande série saga familiale connue de tout le monde et qui est incroyable. Et là le tome 2 justement j'avais un peu peur en fait parce que il se passait pendant la guerre. Je me suis dit ça y est, ça va être horrible, ça va être triste et tout. Et en fait pas tellement, c'est un peu adouci par le fait que on consacre pas du temps à tous les personnages, pas le même temps en tout cas. Par exemple, au pire moment on peut se retrouver dans un espèce de pensionnat avec une des adolescentes et au final on loupe les choses les plus graves, les plus dures. Il y a des choses dures et tout, mais ça l'est moins. Et c'est pas forcément lié à la guerre. Et c'est pas pour me déplaire parce que clairement avec ce genre de lecture j'avais pas envie de m'enterrer 3 pieds sous terre. Avant cette lecture j'avais lu L'héritage des rois passeurs de... Enfin j'avais lu, non pas vraiment, j'ai voulu lire L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. Manon Fargueton, j'avais déjà découvert sa plume avec 10 jours avant la fin du monde que j'avais trouvé excellent, très touchant, très beau, très doux, très subtil. Enfin j'avais beaucoup aimé le côté sensible de sa plume et tout. Et j'avais aussi découvert avec vraiment encore plus jeunesse, c'est le livre de toutes les réponses ou presque. Bon là c'était pas un coup de cœur, mais 10 jours avant la fin du monde était très bon. Donc ma barre était assez haute, surtout que beaucoup de gens adoraient L'héritage des rois passeurs et Les illusions de Saveloire. Ça veut dire que c'était vraiment une saga de fantasy à lire absolument. Donc je m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé quand j'ai ouvert le roman. La plume était moins bien, un petit peu plus adolescente. Bon ça restait correct quand même, mais par contre les personnages c'était pas possible. Surtout le personnage principal était un gros cliché sur pattes, beaucoup trop badass, des choses beaucoup trop faciles. Dès le début c'était comme ça. En plus d'être badass, elle a aucun défaut. Et les dialogues, c'est surtout les dialogues le pire je crois. Pour moi ils étaient vraiment too much. Quelqu'un qu'elle connaît à peine et ça y est, c'est déjà le grand amour, le flirt ou pareil des pics qui s'envoient avec des gens qu'elle vient à peine de rencontrer. Enfin c'était bizarre. En fait je m'attendais à de la fantasy entre le young adulte et l'adulte et de la fantasy qui sort des sentiers battus et c'est pas le cas. Et j'ai demandé confirmation à Amélie pour savoir si ça valait la peine que je continue. Elle avait beaucoup aimé, c'est aussi pour ça que j'étais quasiment sûre. Donc je lui ai demandé confirmation. Elle m'a dit que pour elle ça valait le coup que je continue, mais je lui ai aussi demandé si ça allait être continué dans les clichés, si ça allait continuer dans la facilité et tout. Elle m'a dit que oui, ça allait être comme ça tout le temps. Donc j'ai pris la décision d'arrêter à 100 pages je crois. Tant pis, c'était clairement pas pour moi. Peut-être que si je l'avais lu quand j'avais 14 ans ou 15 ans, ça aurait pu passer parce que j'avais lu moins de livres dans ce style et voilà, j'aurais été très contente de découvrir un personnage badass à l'impossible. Mais là j'ai beaucoup plus d'attentes, surtout vu tous les avis positifs, toutes les louanges sur Manon Fargueton et sur sa saga. Après clairement je sais que ce qu'écrit Manon Fargueton est très bon, hein, voilà. C'est juste cette saga là qui pour moi ne passe pas. Ça va pas m'empêcher de découvrir ce qu'elle a écrit d'autre et ce qu'elle va écrire. Encore. Et ce qui a peut-être joué en sa défaveur aussi, c'est qu'avant j'avais lu Alma, le tome 1 de Timothée de Fontbelle. Il s'agit de ce magnifique roman avec les dessins, j'adore, et l'effet papier sur la couverture qui est très cool. Ce qui est très cool aussi, c'est que par moments on retrouve des dessins. Je vais aller droit au but, ce fut un coup de cœur, comme d'habitude, la plume de Timothée de Fontbelle. Elle est subtile, elle est aérienne, fluide, un chouïa onirique, poétique, et l'histoire est très très touchante.
On vous en a fait une comparaison avec Mélie. J'étais prête à vous la refaire là, tellement j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai hâte de lire le tome 2, je crois qu'il sort en novembre, un truc comme ça, donc voilà. J'espère que le tome 3 sortira tout aussi vite. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille The Belovedness, une saga très mignonne que j'avais lue quand j'étais enfant, où les personnages vivent dans les arbres. En fait, ils sont tout petits et ils vivent dans les arbres, c'est un rêve. Ou le livre de Perles, là qui est lui un petit peu plus adulte. Pareil, vous en avez parlé avec Mélie il y a très longtemps. Ou encore, plus récemment, j'ai découvert sa BD qui est très jeunesse là pour le coup, mais qui se lit très bien pour les adultes parce que c'est subtil et les enfants ne liront pas forcément la même chose, puisque aux adultes ça rappellera peut-être des choses, alors qu'aux enfants ils n'ont pas forcément déjà vécu cette expérience. Il s'agit de la BD Esther Anderson. Je vous en ai parlé dans mon vlog sur le Sweetie Gourmet Challenge, mon premier vlog je pense. Ce fut une lecture très rapide mais très belle. Avant ça, j'avais lu un polar avec une histoire assez mystérieuse. Il s'agit du livre des Baltimore. Je voulais découvrir cet auteur. En fait, j'avais vu la série adaptée de son roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'avais beaucoup aimé l'intrigue, le mystère, donc je voulais découvrir sa plume. Je me suis dit que mon visionnage de la série était trop récent pour que je lise le livre. Du coup, j'ai pris le livre des Baltimore que Mélie m'a prêté. Et franchement, je sais pas si c'est une expérience que je retenterai avec cet auteur, parce que oui, ce fut pas mal. Une bonne lecture, assez addictive dans le sens où j'avais envie d'avoir des réponses, mais un peu comme ce que je reproche des fois à Stephen King, c'est que on s'attarde sur des choses un peu trop longtemps, des choses qui n'ont pas forcément d'importance et des choses qui m'intéressent pas forcément, et voilà, c'est sûr, ça a pris un peu du temps. La plume est ok, mais elle n'est pas particulièrement belle, elle fait pas voyager. J'ai pas envie de dire que j'ai eu du mal à rentrer dans le roman, mais voilà, j'y étais pas à 100%. Il gagnerait peut-être à être raccourci. Ça reste une bonne lecture, hein. J'ai vraiment aimé la partie mystérieuse, tout les relations entre les personnages et les caractéristiques des personnages, hein. C'est clairement un très bon travail. C'est pas un mauvais policier, un mauvais polar, mais j'ai pas passé un suffisamment bon moment pour me dire ah bah je vais lire sa nouvelle sortie. Mais si vous aimez les mystères, bah allez-y. Je pense que j'ai préféré l'intrigue de Vérité sur l'affaire Harry Kéber, mais celle-ci est très bien aussi. Avant ça, j'avais voyagé à Guernesey, sur la petite île proche de l'Angleterre, en lisant le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Pareil, comme pour le Manon Fargueton, j'en avais entendu beaucoup de bien, et là pour le coup ce fut une très bonne surprise. C'est un roman léger mais qui aborde des choses un peu plus dures, des thématiques autour des guerres mondiales. L'île de Guernesey était au cœur de tout ça, puisqu'elle était entre l'Angleterre et la France. Ce fut une lecture très mignonne, très touchante, avec de l'humour aussi. Une romance qui prend pas toute la place, qui est légère, qui va de soi, et voilà, et des relations amicales entre les personnages qui sont juste top. Je dirais pas forcément que c'est un roman à lire absolument dans sa vie, mais en tout cas voilà, si l'île de Guernesey vous intéresse, ce qui s'y est passé pendant les guerres mondiales vous intéresse, et si en même temps vous avez envie de passer un bon moment, c'est une valeur sûre je pense. On reste un peu dans le contemporain, le passer un bon moment, puisque j'avais lu avant L'Amie prodigieuse, le tome 2 d'Elena Ferrand. Pareil que pour les Cazalet, il faut re-rentrer dedans à nouveau, c'est un petit peu lent, mais une fois qu'on est dedans, là pour le coup j'étais beaucoup plus happée que pour le tome 1. Il y a certaines choses qui vont un peu plus vite. Et par contre on avance encore plus dans le sordide. Les personnages sont plus âgés, c'est un plaisir de les retrouver, de les revoir avancer dans la vie à travers plein de choses très dur. Et par contre dans ce tome 2 on s'attarde davantage sur, pas sur Lila, sur l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Ce fut peut-être un peu plus agréable à lire, et c'est peut-être grâce à ça que ce fut plus agréable, plus rapide à lire que le tome 1, je ne sais pas, le rythme a un petit peu changé. La fin donne envie de lire le tome 3, même assez rapidement. Malheureusement j'ai entendu dire que le tome 3 était un peu moins bon, et que le tome 4 par contre lui il était pas forcément à lire. Donc voilà, je sais pas si je vais lire le tome 3 ou pas, ou si je m'arrête là. Dans tous les cas je ne pense pas que je lirai le tome 4 du coup, suite aux recommandations de personnes fiables. Ensuite on va un peu changer de genre, puisque je vous parlais de SF avec Mothercode, un roman que j'avais reçu à Noël et que du coup j'ai lu finalement assez rapidement après l'avoir reçu. On arrive en 2049, l'humanité est en péril, leur seul recours, placer des embryons génétiquement modifiés dans des robots qui vont être leurs mères, qui vont les porter comme l'auraient fait des humaines et qui vont les élever. Donc on arrive face à une thématique de lien parent-enfant, de survie de l'espèce humaine et de fin du monde, clairement. C'est pas précis dans le résumé, mais il y a également une problématique de pandémie mondiale. Je l'ai lu, on était en reconfinement, un truc dans ce style, je crois, ou en recouvre-feu, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, hein, ce fut pas pesant, mais voilà, c'est juste que c'est un contexte pas similaire, hein, parce que la pandémie là-dedans, elle est bien plus violente que celle auquel on fait face, ça n'a rien à voir. Et il va y avoir deux temporalités dans ce roman, donc 2049, là où les êtres humains apprennent que ça va être quasiment la fin pour
l'humanité et où ils inventent une solution et ils espèrent qu'elle va fonctionner et puis on se trouve 10 ans plus tard, un truc comme ça, où on va suivre un robot qui a élevé un des enfants qui s'appelle Kay et il se trouve qu'il y a les créateurs du projet pour sauver l'humanité qui ont survécu, qui sont des survivants et donc ils vont essayer de retrouver ces enfants, enfin en tout cas ceux qui ont pu naître. J'ai trouvé l'histoire très intéressante, la plume m'a tout de suite fait rentrer dans le récit et j'ai beaucoup aimé l'alternance entre les périodes avant pandémie et les périodes après pandémie. Ça a apporté beaucoup de dynamisme. C'est un roman assez court, un roman qui pourrait paraître catastrophe, mais en fait il y a beaucoup d'espoir et il y a beaucoup d'humanité, surtout grâce à la thématique des liens parentaux, à la thématique de la survie des enfants. Il y a des belles réflexions qui sont soulevées, pas forcément énormément approfondies. Et en plus de ça, il y a des faits scientifiques. L'écrivaine a l'air de s'y connaître, voilà, j'ai lu la courte bio qui est au début et je pense qu'elle s'y connaît pour certaines choses et qu'elle a fait quelques recherches. Donc c'est très agréable de se retrouver dans un roman de SF et pas de lire des trucs absurdes qui sont pas possibles et où on voit clairement que l'auteur, il s'y connaît pas trop en sciences. Donc là voilà, on a des explications scientifiques, mais elles sont bien faites, elles ne sont pas trop lourdes, elles ne sont pas trop longues et elles sont accessibles à tous. Donc voilà, un petit roman de SF parce que j'en lis pas assez, qui fait bien plaisir, qui propose une vision de l'intelligence artificielle, une vision de la maternité et de l'humanité que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il sera peut-être adapté au cinéma par Steven Spielberg. On va passer à une histoire un petit peu moins stressante avec Le Cirque des Rêves, une histoire un petit peu plus légère. Très belle couverture. Apparemment, c'est un livre qui est énormément connu et qu'il fallait absolument avoir lu dans sa vie, donc voilà, c'est chose faite. C'est une romance, mais une romance qui plaît aux gens qui n'aiment pas les romances, si vous voyez ce que je veux dire, avec une magie plutôt originale. Ça c'est ce qu'on m'avait dit et c'est vrai. Malheureusement j'ai pas pris de notes pendant ma lecture, donc comme ça fait un petit moment, je vais pas pouvoir approfondir davantage, juste que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais pas qu'il faudrait le lire absolument dans sa vie, mais oui voilà, il est pas décevant vu tout le bruit qu'il a fait. Ensuite j'ai lu toute la saga des mangas Fool's Paradise, un seinen comme j'aime bien, un peu cracra. J'ai cru que je pourrais jamais les lire parce que je trouvais pas les emprunter et finalement j'ai trouvé, donc voilà, j'ai pas été obligée de les acheter. C'est une saga en assez peu de tomes donc ça se lit vite. C'est une histoire qui va tourner autour d'une idole et de ce que les fans sont prêts à faire, avec aussi une thématique d'attentat puisque voilà, un des personnages est une idole et il va y avoir un attentat contre elle. Tout le monde pense que c'est un garçon qui a déjà commis un attentat à la bombe quelques années auparavant. Les fans de l'idole vont avoir une énorme haine pour se présumer coupable et il y a quelques personnages qui vont essayer d'empêcher le chaos de se propager. Il y a quelques retournements de situation. Globalement j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé le traitement autour de l'adoration, du fanatisme, du passage de l'amour à la haine et de la haine à l'amour. Ce fut très intéressant. Et ensuite je vais terminer du coup avec ma première lecture pour mes objectifs 2021. Il s'agissait de La Balade de l'impossible de Murakami. Murakami, un auteur que je voulais découvrir. Et du coup j'ai commencé avec une recommandation de Mélie qu'elle avait lue il y a longtemps. J'ai été très étonnée parce qu'il y a des passages, ils n'étaient pas forcément pour son âge quand elle l'a lu. Passages un peu olé olé, des passages un peu sexuels. Il y a les sexualités des personnages notamment qui est un peu particulière. Et voilà, je m'y attendais pas, hein. Après voilà, c'était intéressant quand même. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage il est particulièrement franc et honnête et il dit ce qu'il pense, qui paraît un peu en contradiction avec des fois la façon dont la culture japonaise est présentée ou la façon dont se comportent les personnages dans d'autres romans japonais. Et c'est très intéressant parce que en fait du coup les autres personnages lui disent qu'ils parlent d'une façon inhabituelle par rapport à la façon dont tout le monde parle autour de lui. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui m'a un petit peu surprise, ce qui m'a un petit peu déçue, c'est que le personnage masculin, il a forcément une relation sexuelle avec les personnages féminins qu'il rencontre. Avec tous en fait, il n'y en a pas une qui n'y est pas passée et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça gâche un peu la beauté de certaines relations qui au début me paraissaient ne jamais mener à une relation amoureuse ou quoi que ce soit. Ça l'a quand même mené à un moment donné et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais voilà, c'est pas grave parce qu'il y a quand même globalement des belles réflexions sur la vie, sur la mort, sur les relations. Il y a des belles phrases que j'ai entourées. Et la plume est conforme à ce à quoi je m'attendais, elle est belle. Elle est pas aussi belle que la plume de Céline Chevenne ni que Carlos Ruiz Zafón, mais voilà, c'est quand même pas mal. C'est une façon de raconter peut-être un peu plus lente et une façon de voir les choses un peu différente parce que voilà, enfin c'est une culture différente. Et en parlant de culture, j'aurais aimé avoir plus de descriptions de paysages japonais, mais voilà, il n'y en avait pas. En même temps c'est un contemporain, hein. C'est pas censé être un roman qui fait découvrir la culture japonaise. Mais voilà, ce fut quand même une bonne découverte qui se lit très bien de la plume de Murakami, une découverte que je reconduirai certainement avec un autre de ses romans. Je ne sais pas encore lequel. Et voilà, ça y est, je vous ai présenté à rebours toutes mes lectures de mes objectifs 2021.
2021. Il m'en reste encore 12 à faire comme je l'ai déjà dit. Donc je pense que c'est largement faisable. Sauf pour Reine d'Égypte qui est un autre manga. Lui j'arrive pas à le trouver à emprunter. J'ai pas envie de l'acheter parce que je crois qu'il est pas fini. Puis j'ai pas envie d'acheter 15 000 tomes. Et également pour la BD Julie Claire Cécile, le tome 24. J'avais lu toutes les BD quand j'étais enfant ado à la médiathèque. Donc je ne souhaite pas acheter ce tome 24 vu que je ne possède pas les autres. Et c'est pas forcément des BD à avoir absolument dans sa bibliothèque. Les suivants sur cette liste seront certainement toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu, que j'ai trouvé d'occasion à 1€. Franchement, rapport qualité-prix imbattable parce qu'il est nickel. Ou bien je lirai La fileuse d'argent de Naomi Novik, l'autre des 3 romans de fantasy qu'il faut absolument lire apparemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les romans dont je vous ai parlé et si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.